Il a parlé comme quelqu'un qui perd le contrôle. Dans le bureau ovale, Donald Trump affirme être totalement blanchi après la publication partielle des dossiers Epstein. Mais au lieu de clore le sujet, il le relance. 3 millions de pages rendues publiques, des millions d'autres toujours absentes et une pression immédiate sur le ministère de la Justice pour qu'il passe à autre chose. Voici la contradiction qui saute aux yeux. Un homme innocent n'a pas besoin d'accélérer la fin d'une enquête. Un président sûr de lui ne transforme pas une conférence officielle en défense personnelle. Pourtant, minute après minute, Trump ramène tout à Epstein. Il insiste, il se justifie, il attaque. Et cela vous concerne directement. Parce que quand le pouvoir cherche à fermer une histoire avant qu'elle ne soit complète, ce n'est plus une question de scandale, mais de contrôle. Contrôle de l'attention, contrôle du timing, contrôle de ce que vous êtes autorisé à voir. Mais il y a un instant précis où cette stratégie déraille. Un mot lâché trop naturellement, un détail que Trump n'aurait jamais dû prononcer à voix haute. À partir de là, la conférence n'est plus une défense, c'est un signal. La conférence ne sort pas de nulle part. Elle arrive juste après la publication partielle des dossiers Epstein, annoncée comme un acte de transparence. 3 millions de pages rendues publiques. C'est un fait issu du contenu. Mais dès le départ, l'information est incomplète. Trump lui-même évoque implicitement qu'il manque encore des millions de documents. Et pourtant, au lieu d'expliquer ce qui a été publié et ce qui ne l'a pas été, il déplace immédiatement le cadre. Il affirme être blanchi. Il insiste qu'il n'y a rien sur lui. Puis, il élargit. Bill Clinton, Bill Gates, les démocrates, des écrivains, des complots électoraux. Ce glissement est visible à l'écran. Ce n'est plus une réponse sur des documents judiciaires, c'est une bataille de narration en temps réel. Voici la question clé que pose cette scène. Si cette publication est censée clore le débat, pourquoi la transformer en affrontement politique immédiat? Pourquoi demander au ministère de la Justice de passer à autre chose, alors même que le public découvre à peine l'existence de ces pages? C'est ici que l'histoire cesse d'être un simple suivi d'actualité. Elle devient un signal d'un schéma plus large. Et ce schéma commence à se répéter. L'affirmation centrale est simple. Trump ne se contente pas de dire qu'il est innocent. Il affirme que toute l'affaire aurait été utilisée contre lui politiquement. Et il va plus loin. Il déclare que Jeffrey Epstein aurait conspiré avec un écrivain, Michael Wolff, pour lui faire perdre l'élection. Ce sont ces mots prononcés dans le bureau ovale face aux journalistes. C'est un fait issu du transcript. Trump dit explicitement que cette conspiration prouverait qu'il n'avait rien à voir avec Epstein. Mais regardez la logique. L'existence supposée d'un complot politique ne supprime pas des relations personnelles antérieures. Elle ne répond pas non plus au contenu des documents publiés. Elle détourne la question. Puis vient un autre détail factuel difficile à ignorer. Trump affirme qu'il n'y a rien sur lui dans les dossiers. Pourtant, dans le même flux médiatique, il est établi qu'il existe des dizaines de milliers de références à son nom dans les documents évoqués par les commentateurs présents dans le contenu. Le transcript montre clairement ce décalage entre la déclaration et ce qui est discuté publiquement autour de lui. Mais voici ce qui manque dans sa réponse. Il ne nie pas l'existence de relations. Il ne nie pas les contacts. Il nie l'importance. Il nie la conclusion. Et c'est là que la stratégie devient visible. On ne répond pas aux documents. On redéfinit ce que les documents sont censés prouver. À partir de ce moment, la conférence cesse d'être défensive. Elle devient préventive. À partir de là, la situation s'intensifie rapidement. Ce qui devait être une réponse ponctuelle devient une journée entière dominée par Epstein. Après la conférence, Trump ne se retire pas du sujet. Il publie, il reposte, il répète. Sur ces plateformes, il insiste à nouveau qu'il n'était pas ami avec Epstein et affirme que d'autres, notamment des démocrates, seraient au centre de l'affaire. Ce basculement est factuel dans le contenu. La communication ne s'arrête pas avec la conférence, elle s'emballe. C'est ici que la normalisation commence. Un président en exercice passe une partie de sa journée à répondre, publiquement et personnellement, à une affaire criminelle qui ne le concerne officiellement pas, tout en exigeant que l'État cesse d'y consacrer du temps. Ce double mouvement est rare. Dans des précédents connus, les dirigeants cherchent soit à se taire, soit à déléguer. Ici, Trump fait l'inverse. Il centralise et accélère. Mais voici le point clé.
Plus il parle, plus il élargit le champ. Epstein n'est plus seulement Epstein. Il devient un outil politique, une attaque médiatique, une distraction orchestrée. Et ce glissement prépare quelque chose de plus large. Car une fois que tout est présenté comme une manœuvre, plus rien n'a besoin d'être répondu sur le fond. Et c'est à ce moment précis que l'histoire franchit un nouveau seuil. Puis vient l'élément qui rend la scène beaucoup plus troublante. À un moment précis, Trump réagit à une question sur une blague faite à la télévision à propos d'Epstein. Il nie avoir jamais mis les pieds sur l'île. Il insiste. Mais dans cette même réponse, il utilise spontanément le prénom Jeffrey. Pas une fois, plusieurs fois, devant les caméras, sans hésitation. C'est un fait observable dans le contenu. Ce n'est pas une interprétation. Et ce détail entre en collision directe avec son message central. Je n'avais rien à voir avec lui. Dans les affaires publiques, la distance se marque par le langage. Ici, le langage trahit une familiarité que la défense cherche précisément à effacer. En parallèle, un autre fait apparaît. Des publications surgissent sur ses réseaux sociaux le même jour. Trump y affirme qu'Epstein aurait conspiré contre lui et accuse presque tous les démocrates d'avoir fréquenté l'île. Mais cette version entre en contradiction avec d'autres éléments évoqués dans le contenu, notamment les nombreuses références à son propre nom dans les documents discutés par les commentateurs. Voici la ligne qui change tout. Trump ne se contente plus de nier, il renverse l'accusation. Il transforme une question de document en attaque contre un camp entier. C'est un basculement stratégique. Et à partir de ce point, la défense ne vise plus à convaincre, elle vise à submerger. À ce stade, les événements s'empilent trop vite pour être ignorés. D'abord, des allégations apparaissent selon lesquelles certains fichiers mentionnant Trump auraient été temporairement supprimés, puis remis en ligne. C'est évoqué dans le contenu comme une séquence confuse, chaotique, qui se déroule en temps réel. Ensuite, un autre développement surgit. Des informations sensibles concernant des victimes auraient été rendues publiques par erreur, déclenchant une réaction immédiate de leurs avocats. Puis la pression judiciaire entre en scène. Un juge fédéral intervient, reconnaissant l'urgence de la situation et convoquant une conférence rapide. Ce n'est plus seulement une controverse médiatique, c'est un enchaînement institutionnel. Chaque action entraîne une réponse. Chaque réponse crée un nouveau problème. Pendant ce temps, Trump ne ralentit pas. Il attaque un membre du Congrès ayant soutenu la loi sur la transparence Epstein. Il élargit encore le conflit. Ce n'est plus Epstein seul. Ce sont les juges, les élus, les institutions. La sensation dominante n'est plus le contrôle, c'est la vitesse. Et quand tout s'accélère à ce point, une question devient inévitable. À ce moment-là, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle vous touche directement. Parce que derrière les conférences de presse et les batailles politiques, ce sont des mécanismes bien réels qui s'enclenchent. Quand des documents sensibles circulent sans contrôle, ce ne sont pas des noms célèbres qui paient le prix en premier. Ce sont des personnes ordinaires, mentionnées, exposées, parfois reconnues malgré elles. Le contenu le montre clairement. Des avocats de victimes interviennent en urgence, expliquant que leurs clients ont été retraumatisés. Ce ne sont pas des débats idéologiques, ce sont des vies réelles, replongées brutalement dans une affaire qu'elles n'ont jamais choisi de rendre publique. Pendant que les responsables se renvoient la faute, les conséquences retombent ailleurs. Et pour vous, cela signifie quelque chose de simple mais inquiétant. Si la gestion de dossiers aussi sensibles peut devenir chaotique sous pression politique, alors aucune institution n'est à l'abri d'erreurs quand l'attention se déplace trop vite. La confiance se fragilise. Le bruit remplace la rigueur. Si cette sensation vous est familière, si vous avez déjà eu l'impression que tout va trop vite et que personne ne tient vraiment le volant, dites-le dans les commentaires. Parce que ce malaise n'est pas individuel. Il est collectif. À ce stade, l'indignation seule n'explique plus rien. Ce qui se révèle, c'est un mécanisme. Le contenu montre comment une affaire judiciaire devient un spectacle politique dès qu'elle menace le pouvoir. La logique est simple. Plus l'attention est fragmentée, moins le fond est lisible. Plus le récit est conflictuel, plus les responsabilités se diluent. Ici, l'incitation est claire. Transformer une publication de documents en guerre de récit permet de déplacer la pression. Les questions juridiques deviennent des attaques partisanes. Les demandes de transparence deviennent des complots. Et pendant ce temps, le système avance sans jamais s'arrêter pour rendre des comptes clairs. Ce n'est pas un accident, c'est une dynamique. Les institutions fonctionnent sur des règles, mais le pouvoir fonctionne sur le timing. Celui qui impose le rythme impose aussi ce que le public retient.
Dans ce cadre, parler plus fort et plus vite devient une stratégie, pas une perte de contrôle. Voici l'aspect le plus dérangeant. Ce modèle ne dépend pas d'une personne. Il peut se reproduire. Tant que l'attention collective peut être redirigée, les mécanismes restent vulnérables. Et c'est précisément ce qui rend la suite imprévisible. À partir de maintenant, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est certaine. La première est celle de l'essoufflement. Le flot d'informations continue, les polémiques se superposent et l'affaire Epstein devient une de plus dans une longue liste de crises. Dans ce scénario, l'attention se déplace ailleurs avant que toutes les zones d'ombre ne soient éclaircies. Rien n'est vraiment résolu, mais tout avance quand même. La seconde trajectoire est plus instable. La pression juridique et politique s'intensifie. De nouveaux documents émergent. De nouvelles contradictions apparaissent. Chaque tentative de clore le sujet produit l'effet inverse. Plus on veut refermer le dossier, plus il s'élargit. Ce n'est pas une explosion soudaine, c'est une montée progressive, alimentée par les propres réponses du pouvoir. Ce qui rend l'issue incertaine, c'est que la prochaine étape ne dépend pas d'une annonce officielle. Elle dépend d'un détail, d'une fuite, d'une décision judiciaire, d'un mot mal placé au mauvais moment. Le mouvement est déjà lancé et il ne ralentit pas. La seule question est de savoir quand il changera de direction. Ce que révèle cette séquence n'est pas seulement une affaire, ni même une conférence de presse. C'est une méthode. Quand le pouvoir affirme que tout est terminé alors que tout commence à peine, il ne cherche pas à convaincre. Il cherche à précéder, à arriver avant les faits, à enfermer le récit avant que le public puisse le lire par lui-même. Le point clé tient en une phrase. Ce qui compte le plus n'est pas ce qui a été publié, mais ce qui a été précipitamment déclaré clos. Une histoire vraiment finie n'a pas besoin d'être enterrée à voix haute. Elle se termine d'elle-même. Et si cette affaire vous donne l'impression étrange d'avoir déjà vu ce film, ce n'est pas un hasard. Les mécanismes se répètent, seuls les décors changent. La prochaine étape ne sera pas annoncée. Elle se produira. Si vous voulez suivre ce moment précis où le récit bascule, restez ici. Abonnez-vous. La suite se joue toujours avant que tout le monde regarde.